Imaginez, l'homme le plus puissant du monde décroche son téléphone, appelle le patron de la plus grande instance sportive du monde et lui demande d'effacer un carton rouge. 48 heures plus tard, c'est fait. Puis l'équipe qui a bénéficié de ce cadeau perd quand même par 3 buts d'écart, en direct devant le monde entier, à domicile. Ce n'est pas du cinéma. C'est ce qui s'est passé cette semaine au Mondial, et c'est peut-être le but contre son camp le plus spectaculaire de l'histoire de l'ingérence politique dans le sport. Revenons au basculement. Folarin Balogun, meilleur buteur de la sélection masculine américaine, a reçu un rouge direct en 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, après une semelle dangereuse sur un adversaire. Selon les règles de la FIFA, cela entraîne un match automatique de suspension. Pas d'appel, pas d'exception, une règle appliquée depuis des décennies, sans passe-droit en Coupe du Monde. En quelques heures, la machine américaine était lancée. Selon Politico, c'est Andrew Giuliani, responsable de la task force de la Maison-Blanche pour le Mondial, qui a signalé le premier la suspension au président Trump. Le soir même, Howard Lutnick, secrétaire au commerce et de haut responsable de la Fédération américaine, qui avait vu l'expulsion depuis les tribunes, discutait déjà de la manière de contester la décision de l'arbitre. Les appels gagnés contre des rouges en Coupe du Monde sont rarissimes. La procédure de la FIFA est définitive. Mais 4 jours après, le dimanche précédant le match entre les États-Unis et la Belgique, la commission de discipline de la FIFA a utilisé une clause qui, à ce que l'on sache, n'avait jamais été invoquée dans une Coupe du Monde et a suspendu la sanction de Balogun pour 1 an. Il pouvait débuter contre la Belgique dès le lendemain. Trump ne s'est pas tu. Sur sa plateforme, il a remercié la FIFA d'avoir, selon ses mots, fait ce qu'il fallait et annulé ce qu'il a qualifié de grande injustice. Plus explosif encore, c'est la confirmation que Trump avait appelé le président de la FIFA Gianni Infantino pour évoquer le dossier. Selon des sources, au fait de leur relation, les deux hommes ont noué un lien depuis presque 8 ans, Infantino devenant un habitué du bureau ovale durant le second mandat de Trump. Leur relation a résisté à des épreuves plus lourdes, notamment cette année, lorsque des frappes militaires américaines contre l'Iran ont brièvement menacé la participation de ce pays à ce même tournoi. La FIFA affirme que la décision a été prise par un panel indépendant de 18 personnes et qu'Infantino n'a fait aucune promesse pendant l'appel. Mais elle n'a publié aucun rapport expliquant son raisonnement, ni dit si le panel a tenu un vote formel. La Belgique l'a mal pris, comme le football européen. La fédération belge a tenté de déposer un recours contre la décision, mais on lui a répondu qu'elle ne pouvait contester une décision qui déterminait pourtant directement son adversaire. Relisez cette phrase. L'équipe touchée par la décision a été jugée sans droit de s'y opposer. L'UEFA, la Confédération européenne de football, a qualifié l'épisode de ligne rouge qui n'aurait jamais dû être franchi, et un haut responsable de l'UEFA a dit aux journalistes que l'organisation étudiait d'autres mesures. Ce litige de coulisses est devenu un casse-tête diplomatique, au point qu'un commissaire de l'UAE a rappelé que les décisions sportives doivent rester entre les mains des instances sportives, pas des responsables politiques. Et Trump ne s'est pas arrêté au carton rouge. Il a visé à l'arbitre qui l'avait donné, le Brésilien Rafael Klaus, en mettant en doute sa compétence et en le qualifiant de suspect. Ce commentaire a suffi à pousser la Confédération brésilienne à publier un communiqué défendant son arbitre comme un professionnel exemplaire. Un rouge de Coupe du Monde était devenu, presque absurdement, une affaire de diplomatie internationale impliquant 3 pays et 2 confédérations. Au coup d'envoi, lundi soir à Seattle, tout le tournoi regardait ce match pour une autre raison. Ce n'était pas seulement les États-Unis qu'organisateurs contre la Belgique en 8e de finale. Pour une grande partie du monde du football, c'était un test sur la capacité du politique à réécrire les règles du beau jeu. Les Belges le ressentaient ainsi. Le capitaine Yuri Tielemans a ensuite reconnu que le groupe avait tenu une réunion d'urgence dès l'annonce de la suspension de la sanction, avec un message simple dans le vestiaire « Répondons sur le terrain ». Les supporters belges ont repris l'expression qui circulait et en ont fait un chant allant vers le Lumenfield en criant « FIFA Mafia » devant le stade, tandis qu'Infantino aurait suivi la scène depuis une loge exécutive dedans.
Puis le football a repris ses droits, sans tenir compte d'aucun appel. Il a fallu 9 minutes à la Belgique pour annoncer ses intentions. Charles de Ketelaer s'est glissé derrière une défense américaine qui n'a pas su de gérer un ballon retombant dans la surface et l'a poussé au fond. 0-1 pour les visiteurs et le Lumenfield s'est tu. Les Américains ont répondu avec de la conviction. Malik Tillman a égalisé d'une frappe déviée qui, quelques instants, a fait croire à 80 000 supporters que la course féerique vers un premier quart de finale mondialiste en 24 ans restait vivante. 2 minutes à peine. De Ketelaer a dominé sur le capitaine américain Tim Reham, 38 ans, plus fort et plus haut, puis a redonné l'avantage à la Belgique de la tête. 1-2. C'était son deuxième but de la soirée et le symbole était clair. L'attaquant Gracier, dont tous parlaient depuis une semaine, avait à peine touché le ballon, tandis qu'un tout autre avant belge faisait tous les dégâts. Puis est arrivé le moment qui a transformé une défaite en humiliation totale. Le gardien américain Matt Freese est sorti loin de sa ligne pour dégager un long ballon, l'a atteint le premier, puis, pour des raisons que personne n'a expliquées ensuite, a hésité au milieu de son geste. La Belgique s'est jetée sur le ballon libre, qui est revenu vers Hans Van Aken, et Van Aken l'a envoyé dans une cage vide. 1-3, ce n'était pas du génie belge, c'était une catastrophe auto-infligée, le genre d'erreur qui finit pendant des années dans les bêtisiers de Coupe du Monde. Et pour ajouter le point d'exclamation à la soirée, Romelu Lukaku est sorti du banc en fin de match et a inscrit le 4e en fin de match. Score final 4-1 pour la Belgique à Seattle sur le sol américain, avec l'attaquant repêché sur le terrain pendant 90 minutes, presque sans trace. Un détail rend l'histoire encore plus frappante. Le sélectionneur belge Rudi Garcia n'a même pas eu besoin de son 11 le plus fort pour démanteler les co-organisateurs. Il a gardé Lukaku sur le banc pendant l'essentiel du match et n'a lancé l'ailier Jeremy Doku qu'une fois le score déjà à 1-3, il n'a jamais fait entrer le meneur Kevin De Bruyne. Autrement dit, la Belgique a éliminé l'équipe qui avait fait plier en sa faveur une règle vieille de 50 ans, tout en gardant 3 de ses plus grandes stars en réserve. Ce n'est pas une victoire chanceuse arrachée en contre. C'est un entraîneur qui voulait envoyer un message et qui avait encore largement assez de talent pour le faire. Réfléchissez à ce que ce choix d'équipe dit vraiment. Garcia a regardé une sélection américaine qui venait de récupérer son meilleur attaquant grâce à l'appel d'un chef d'État, et il a estimé qu'il pouvait la battre confortablement sans même utiliser la moitié de ses propres armes offensives. Il avait raison. Dès le sifflet final, le compte officiel de la Belgique a publié un court message avec les images de célébration. Overturn this. Puis Lukaku a esquissé une danse de célébration qui ressemblait nettement aux gestes caractéristiques d'un certain président. Personne devant son écran n'a cru au hasard. Voici maintenant la partie de cette histoire qui mérite plus d'attention que le score lui-même. L'angle du karma est satisfaisant, mais la vraie leçon est plus tranchante. Tout ce capital politique, tous ces appels, tout ce lobbying ont servi à résoudre un problème qui n'aurait jamais été la raison de la défaite américaine. La défense des États-Unis avait tremblé pendant tout le tournoi, masquée par des tirages favorables contre des équipes qui ne l'avaient jamais puni. Face à une Belgique parfaitement capable de le faire, cette défense s'est effondrée exactement comme le redoutait quiconque regardait de près. Reham a perdu un duel aérien sur un but. Freese en a offert un autre avec une erreur inexplicable. Aucune décision disciplinaire au monde ne rend un capitaine de 38 ans capable de gagner un duel de la tête, et aucun appel présidentiel n'a jamais empêché un ballon d'entrer dans un filet. Toute la machine s'est mobilisée pour régler l'unique sujet qui n'allait pas décider du match, et a laissé le vrai problème totalement intact. Pour être juste, et il faut l'être ici, les Américains ont quand même un grief légitime enfoui dans cette affaire. Beaucoup d'analystes neutres ont jugé le carton rouge infligé à Balogun sévère, pour une action qui ressemblait davantage à une faute maladroite et involontaire qu'à un geste volontairement violent. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a soutenu dès le départ que la sanction ne correspondait pas à la faute, et il a fermement rejeté l'idée que son équipe soit le méchant de cette histoire. De son côté, Trump maintient qu'il n'a jamais dit à la FIFA quelle décision prendre,
mais seulement demander que le dossier soit réexaminé. Infantino, lui aussi, affirme que la décision est entièrement venue d'un comité indépendant et qu'il s'est contenté de dire au président que la procédure suivrait son cours normal. En plissant très fort les yeux, on pourrait presque croire tout cela. Mais c'est précisément ce presque qui pose problème, quand vous acceptez une faveur que littéralement aucune autre équipe du tournoi ne pourrait obtenir. Quand votre chef d'État traite publiquement l'arbitre du match de suspect et remercie la FIFA d'avoir annulé une injustice. Quand les responsables de votre propre fédération coordonnent des recours avec le secrétaire au commerce des États-Unis. À ce stade, vous avez perdu le droit d'être perçu comme la partie lésée. Vous ne pouvez pas réécrire le règlement à votre avantage, puis vous étonner que le reste du monde du football se dresse contre vous. Ce n'est pas de la persécution, c'est simplement l'addition qui arrive, et lundi soir, elle était salée, car il existe une étrange forme de justice dans un quatrain. Cela tranche des débats qu'aucun comité n'aurait jamais pu régler. Si les États-Unis s'étaient qualifiés d'un petit but, tout le reste du tournoi aurait été couvert d'un astérisque, avec des spéculations sans fin sur un éventuel quart de finale acheté par faveur politique. Au lieu de cela, la Belgique a effacé tout le débat par le football pur. Le milieu belge Nicolas Raskin l'a résumé sans détour après le match, en disant qu'il y a toujours une forme de justice quelque part dans la vie. Et lundi soir à Seattle, cette justice portait du rouge et a marqué 4 fois. Le gardien belge Thibaut Courtois a ajouté son propre commentaire piquant après la rencontre, affirmant que son équipe s'était sentie manquer de respect avant le match et qu'elle était simplement allée prouver sur le terrain qui était vraiment la meilleure. On comprenait sa frustration. Dans les jours précédant la rencontre, l'atmosphère autour du camp américain avait glissé vers un excès de confiance, comme si la Belgique n'était plus qu'une formalité entre les co-organisateurs et les quarts de finale. Courtois a noté en particulier que certains disaient que les États-Unis allaient les battre facilement. Lundi, la Belgique a répondu par un score qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Les réactions qui ont suivi ont raconté l'histoire d'un monde de football qui attendait exactement cette issue. Les supporters neutres partout dans le monde ont réagi avec une joie ouverte et assumée à l'élimination américaine, et cela ne ressemblait pas à une simple méchanceté. C'était plutôt comme voir l'ordre naturel reprendre sa place après avoir été tordu. Même une parente de Trump est intervenue publiquement. Mary Trump, l'une des critiques les plus constantes du président, a écrit en ligne qu'il ne peut gagner que lorsqu'il triche. Un commentaire qui s'est rapidement répandu sur les réseaux après le match. Il y a aussi pour la FIFA une ironie amère qui plane discrètement sur toute cette affaire. Gianni Infantino a passé des mois à assouplir les procédures de sa propre organisation pour satisfaire des demandes venues de la Maison-Blanche. Puis il a dû s'asseoir lundi soir dans une loge exécutive et regarder cette même faveur exploser en direct à la télévision pendant que la foule dehors scandait « Mafia » dans la soirée de Seattle. Sa défense publique, en substance qu'il lui arrive de lire les décisions de son propre comité et d'en être surpris, n'a presque convaincu personne. Il a dépensé une part considérable de la crédibilité de la FIFA dans cette décision. Et le cadeau offert aux co-organisateurs a été démoli 4-1 sous ses yeux. Voici peut-être le rebondissement le plus étrange de toute la saga. La FIFA pourrait être soulagée en silence que les choses se soient terminées ainsi. Pensez à l'alternative. Si le pays hôte compromis avait poursuivi une longue épopée célébrée dans le tournoi, chaque résultat aurait porté la tâche de cette décision disciplinaire. Chaque victoire serait venue avec un point d'interrogation, et la controverse n'aurait jamais disparu. Au lieu de cela, la Belgique a retiré tout le problème de la table en 90 minutes. Avec ce résultat, les 3 co-organisateurs du mondial, les États-Unis, le Mexique et le Canada, sont désormais éliminés dès les 8e de finale, rejoignant une liste croissante de nations sorties du tournoi, qui comprend aussi le Brésil, quintuple champion du monde. Surpris 2-1 par la Norvège et un Erling Haaland déchaîné, ainsi que l'Allemagne, battue par le Paraguay au tir au but, plutôt en élimination directe. Le tournoi continue sans son récit le plus embarrassant suspendu au-dessus de lui.
Le résultat même qui a humilié les Américains est celui qui permet à la FIFA de respirer. Voilà à quel point tout cet épisode s'est retourné contre eux, si violemment que même ceux qui avaient incliné le terrain en faveur des co-organisateurs semblent presque heureux, en privé, de voir l'équipe en tomber malgré tout. Rien de tout cela ne change la brutalité de ce lundi soir pour les joueurs eux-mêmes. Les Américains ont quitté le terrain en larmes, avec un été rempli d'espoir sincère et de vraies croyances dans une génération dorée, qui s'est terminée de la manière la plus dure possible. Cette partie mérite un instant de compassion, car la plupart de ces joueurs n'avaient absolument rien à voir avec un appel téléphonique ou une décision de comité. Ils n'ont pas demandé cette faveur. Ils ont simplement dû en porter les conséquences devant 80 000 supporters dans le stade et une audience télévisée mondiale. D'après tous les témoignages, Balogun lui-même a géré l'après-match avec classe, allant chercher Rudy Garcia après le sifflet final pour lui parler directement, et Garcia lui disant clairement que rien de tout cela n'était de sa faute. Les joueurs n'ont jamais été les méchants de cette histoire. Ils ont seulement été ceux qui ont payé le prix de décisions prises au-dessus d'eux. La Belgique avance maintenant vers un duel contre l'Espagne à Inglewood, en Californie, le vendredi 10 juillet, pour une place en demi-finale, avec non seulement une victoire de référence, mais aussi un message envoyé de la manière la plus nette possible. L'Espagne a atteint ce stade en écartant le Portugal 1-0 dans un huitième de finale tendu, et les Diables Rouges savent exactement quel adversaire discipliné et technique les attend. La leçon laissée par Seattle, elle, est celle que tout enfant ayant déjà frappé dans un ballon comprend instinctivement. Vous pouvez faire pression. Vous pouvez tirer des ficelles. Vous pouvez appeler l'homme le plus puissant du football mondial et obtenir qu'une règle vieille de 50 ans soit pliée pour vous en une nuit. Mais vous ne pouvez pas commander une cage inviolée par téléphone. Vous ne pouvez pas contourner une bonne équipe dans un bon soir à coups de lobbying. Dès que le ballon roule, toutes ces manœuvres politiques ne comptent plus pour rien. Et si vous essayez de tromper le jeu, tôt ou tard, le jeu trouve le moyen de récupérer ce qui lui est dû. Lundi soir à Seattle, il a tout récupéré. Une question plus large plane désormais sur la suite du tournoi, au-delà d'un seul match à Seattle. Trump et Infantino devraient toujours, selon les informations, remettre ensemble le trophée de la Coupe du Monde au capitaine de la nation victorieuse après la finale prévue le 19 juillet, une cérémonie qui prend soudain un poids bien plus lourd qu'il y a une semaine. Des responsables de l'UEFA ont laissé entendre qu'ils n'avaient pas fini d'examiner la décision Balogun et les discussions se multiplient dans les cercles du football européen sur la nécessité d'un examen indépendant de la procédure de la FIFA avant le prochain grand tournoi. Pour un sport qui se targue d'être décidé strictement entre les lignes, cette Coupe du Monde rappelle avec force à quel point la politique peut facilement déborder sur le terrain et à quelle vitesse le terrain peut répondre. Il faut aussi prendre du recul pour mesurer à quel point cette séquence est inhabituelle dans l'histoire de la Coupe du Monde. Des décisions disciplinaires de la FIFA ont parfois été contestées par des fédérations, des agents ou des avocats, mais un chef d'État en exercice qui appelle directement le président de l'organisation au milieu d'un tournoi co-organisé par son propre pays, c'est une scène dont personne parmi les observateurs de ce sport ne se souvient. Des journalistes de football chevronnés ayant couvert 5 ou 6 Coupes du Monde ont dit ouvertement cette semaine n'avoir jamais rien vu de comparable, et plusieurs ont rappelé que les exemples historiques les plus proches concernaient des litiges bien plus modestes, liés par exemple à l'éligibilité d'un joueur par passeport ou à des recours pour dopage, jamais à une suspension disciplinaire en cours quelques jours avant un match à élimination directe. Cela explique à lui seul pourquoi l'histoire est sortie si vite des pages sportives, pour rejoindre l'actualité générale, les émissions politiques et les monologues de fin de soirée en environ 24 heures après l'annonce de la suspension. Il y a aussi la question de ce qui se passe maintenant à la FIFA. Plusieurs informations venues de Zurich dans les jours qui ont suivi le match suggèrent que certains membres du conseil de la FIFA ont été mal à l'aise face à la manière dont la décision Balogun a été gérée, notamment en raison de l'absence de justification publiée expliquant pourquoi une clause obscure de suspension, pratiquement jamais utilisée auparavant dans une Coupe du Monde,
devenait soudain disponible dans ce cas précis. Quelques fédérations nationales, selon des personnes au courant des discussions internes, ont demandé en privé si le code disciplinaire ne devait pas être formulé plus clairement pour qu'aucune future nation hôte, quel que soit le gouvernement au pouvoir, ne bénéficie plus d'un tel avantage unilatéral. Rien n'a encore été proposé officiellement et la FIFA n'a pas commenté publiquement au-delà de sa déclaration initiale défendant l'indépendance du comité. Mais l'appétit pour une forme de réexamen semble réel et il grandit plutôt qu'il ne s'estompe maintenant que la controverse immédiate est passée. Pour le football américain en particulier, l'élimination rouvre une discussion familière et inconfortable sur la profondeur de l'effectif et l'organisation défensive, qui suit le programme depuis des années. Pochettino, engagé précisément pour moderniser l'équipe avant ce tournoi à domicile, devra désormais répondre à des questions directes sur ses choix de composition, notamment sur la dépendance persistante à des défenseurs vétérans dans des matchs à élimination directe qu'il faut gagner contre des adversaires plus rapides et plus physiques. Quel que soit le bruit autour de la suspension de Balogun, l'histoire tactique du lundi soir reste celle d'une défense fragile par séquence, pendant toute la phase de groupe, finalement exposée par une équipe assez forte pour punir chaque erreur. C'est un problème de football avec une solution de football, et cela n'a rien à voir avec des appels téléphoniques, des clauses disciplinaires ou des déclarations présidentielles. Pendant ce temps, le tournoi continue d'avancer vers ses dernières étapes sans perdre le rythme. L'Argentine et l'Égypte devaient se rencontrer à Atlanta le même jour, où les retombées de l'affaire Balogun dominaient encore les titres, rappelant que pour la plupart des 16 nations restantes, le football lui-même n'a jamais cessé d'être l'événement principal. La Suisse et la Colombie suivaient plus tard le même jour à Vancouver, complétant les derniers huitièmes de finale, avant que l'attention ne se tourne entièrement vers le week-end des quarts, qui commence le jeudi 9 juillet. Le choc entre la Belgique et l'Espagne, vendredi, porte désormais une couche supplémentaire d'intrigue, vu la manière catégorique dont les Diables Rouges ont démantelé une équipe que beaucoup pensaient avantagée par le fait de jouer à domicile. L'Espagne, de son côté, s'est montrée calme et clinique tout au long de la phase à élimination directe, et les observateurs neutres s'attendent déjà à l'un des quarts de finale les plus serrés de la compétition. Ce qui restera le plus longtemps de Seattle, pourtant, ce n'est pas le score final, aussi impressionnant soit-il. C'est l'image d'une faveur obtenue au prix d'un coup politique réel, livré en entier, puis rendu inutile par 90 minutes de football que personne ne pouvait truquer, acheter ou commander par téléphone. Voilà l'histoire que le reste du monde continuera de raconter sur cette Coupe du Monde, longtemps après que le score exact aura quitté les mémoires.